Merci beaucoup d'être avec nous, Georges Kuzmanovic. On va parler des européennes. Vous lancez un nouveau mouvement ou une liste citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cette liste? Eh bien, comme vous le savez sûrement, je préside un parti politique qui s'appelle République souveraine, qui est toujours là, vaillant. Mais on sait que beaucoup de Français sont un peu fatigués des partis politiques ou ne veulent pas nécessairement adhérer. Et donc, on pense, comme on l'a fait d'ailleurs aux dernières législatives, que le mieux, c'est d'avoir un appareil, un véhicule politique pour aller aux élections, que ce soit les élections européennes qui viennent ou les autres élections à venir, en particulier les municipales, puis les législatives, et où puissent venir des gens de République souveraine, mais d'autres formations politiques, ou des citoyens qui sont dans aucune formation politique parce qu'ils ne veulent pas, ce qui est parfaitement compréhensible. Et donc, ça sera ce qu'on appelle une liste citoyenne, avec des gens qui ne sont pas nécessairement encartés, et on l'a appelé « Nous le peuple », car on voit, enfin, quand on dit République souveraine, et qui est un parti de la gauche républicaine, on voit quelle est l'orientation politique. Avec nous, le peuple, c'est un peu plus ouvert. Et nous, le peuple, ça peut être des gens qui ont plutôt une tendance politique de gauche ou d'autres plus de droite. Mais ça définit qui nous sommes et qui est l'ennemi. Parce que nous, le peuple, son ennemi, c'est l'oligarchie qui a la mainmise sur Bruxelles, et en particulier la Commission européenne. Donc c'est en soi un programme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une surenchère en fait de listes souverainistes là? On voit l'UPR qui est là depuis longtemps avec Asselineau, maintenant Florian Philippot qui agrège aussi autour de lui d'autres listes. On avait Jean-Frédéric Poisson qui était notre invité la semaine dernière. Maintenant, cette liste-là pour une liste peut-être plus à gauche que les listes souverainistes de droite. Mais au final, il y a toujours cette même critique qui revient dans le camp souverainiste de la division. Est-ce que ça n'ajoute pas finalement à la division cette initiative? Je ne crois pas que ça ajoute à la division. Vous aurez remarqué que le camp néolibéral, le camp des Maastrichtiens, le camp de ceux qui ne veulent plus la souveraineté de la France et qui veulent le transfert de la souveraineté populaire nationale à Bruxelles, sont nombreux. Vous avez des Maastrichtiens de droite, des Maastrichtiens de gauche, vous avez le Parti Renaissance, vous avez LR, vous avez le Parti Socialiste, vous avez ELV. On pourrait tout à fait, elle pourrait tout à fait dire, mais pourquoi on se divise alors que notre objectif, on a des objectifs communs. Bon, ils ont des objectifs communs, mais ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ni tous les mêmes priorités s'ils étaient au pouvoir, et c'est à peu près, et c'est la même chose en ce qui concerne ceux que vous appelez les souverainistes. Car la reconquête de la souveraineté n'est qu'un début. La question est qu'est-ce qu'on fait de cette souveraineté? Et là, on n'est pas toujours en accord. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, je récuse cette idée de division. Il me semble que c'est M. Asselineau qui, depuis très longtemps, et encore récemment, l'a dit très clairement, il ne veut rien faire avec personne. Et pour lui, c'est soit sous le drapeau Asselineau, soit rien du tout. Pour notre part, en particulier dans le cadre de République souveraine, nous avons organisé moult colloques, universités d'été, et encore récemment la rencontre de la souveraineté. On nous reproche ce que nous sommes les seuls à faire. On a organisé des rencontres de la souveraineté en coordination avec Oser la France de Julien Aubert, qui lui est le tenant du courant de la droite qui descend de Philippe Séguin, donc des gaullistes sociaux. Il y avait de Nicolas Dupont-Aignan jusqu'à l'ancien secrétaire général du parti de gauche, François Coq. Il y avait des intervenants de Génération Frexit avec Charles-Henri Gallois. Il y avait des ex-lieutenants de Chevènement. Donc, en fait, nous, on fait cet effort, et c'est pour ça qu'on propose une liste qui n'est pas celle de République souveraine. Donc, je renvoie la balle à ceux qui font ce genre de critiques, et je leur rappelle la parabole de la paille et de la poutre.
Oui, alors, la paille et la poutre, en tout cas, les élections européennes donc arrivent le 9 juin. Aujourd'hui, c'est le jour où, l'Arcom, va compter le temps de parole des politiques. Le temps de parole que finalement le camp du Frexit n'a jamais. Ah, mais évidemment. Et d'ailleurs, c'est une des arnaques du néolibéralisme contemporain, c'est de remplacer le terme égalité par équité. Mmh. Avant, on avait une égalité du temps de parole de toutes les listes, de tous les candidats, au moment des élections. Bon, ça ne concernait que la période de la campagne officielle, qui est très très courte, hein, à peine 2 semaines, même pour les présidentielles, mais néanmoins, il y avait l'égalité. Et on pouvait voir Madame Artaud, pour la lutte ouvrière, avoir autant de temps de parole que le candidat au pouvoir. Mais ils ont mis en place un système qui est celui de l'équité, qui est évidemment une arnaque, puisqu'il s'agit d'avoir un temps de parole qui est corrélé à votre nombre de députés, de sénateurs. C'est ça, ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas entendu, mais c'est exactement ça. Ouais. Et donc, évidemment... En fait, c'est une prime au plus gros. Hein. Plus vous avez de députés, plus vous êtes au pouvoir, plus vous avez de temps de parole. Donc c'est scandaleux parce qu'en réalité, ça fausse le débat et ça met un plafond de verre encore supplémentaire aux petits partis. C'est ça. Si vous avez... C'est un peu comme les prêts bancaires. Si vous avez réussi à économiser 10-12 000 euros en travaillant durement pendant 10 ans et que vous visez une petite maison à 120 000 euros, eh ben, ça va être dur. Par contre, si vous avez 2-3 millions en caisse, on va vous donner très, très aisément un prêt à 1, 2 ou 3 millions qui ne vous sera pas obligatoirement nécessaire. Ben, c'est pareil. Mais d'ailleurs, il y a une remarque très intéressante par rapport à ce temps de parole, c'est l'anomalie 2017. Emmanuel Macron avait un parti qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'il fonde En Marche avec McKinsey, ça n'existe pas, et pourtant il fait la une de tous les journaux, il est invité par tous les médias, c'est vraiment un truc de dingue. Là, on a vécu une anomalie démocratique, en réalité. La façon dont Macron a été propulsé. C'est très juste. On a vécu une anomalie démocratique et on est en train d'en vivre une autre, parce qu'on a un nouveau Macron, et il s'appelle Raphaël Glucksmann. Ah, c'est vrai, ça va être la même chose. Oui. Lui, il est dans une position encore plus faible que celle d'Emmanuel Macron avant 2017, puisque Emmanuel Macron était quand même ministre de l'économie de François Hollande. C'est pas rien. Là, Raphaël Glucksmann n'est que, entre guillemets, député européen. Pourtant, du matin au soir, il fait les unes et toute une série de médias. Visiblement, le comptage du temps n'a pas l'air d'être exactement le même dans son cas, ni la question de l'équité. Et je mettrai ma main au feu qu'on est en train d'avoir une préparation d'un candidat pour 2027. Alors attention, parce qu'on peut compter sur le Parti socialiste pour le flinguer de l'intérieur, parce qu'en réalité, Raphaël Glucksmann n'est pas encarté au PS, il est député européen, comme vous venez de le dire, et au PS, ça commence à faire grincer des dents, justement parce qu'il a trop de liberté par rapport à la ligne du parti. Et donc, vous savez, hein, le PS, c'est quand même un parti où ça fonctionne. Vos ennemis sont d'abord à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Hein, donc, c'est comme chez LR. Donc, attendons de voir les résultats des européennes. Mais c'est vrai que au niveau des rédactions, on sent que c'est un chouchou et que ça part bien pour dire regardez, un nouveau Macron est possible avec Raphaël Glucksmann qui incarne finalement cette fantasmagorique aile gauche de la Macronie d'une certaine façon. Évidemment. Alors, je suis d'accord avec vous, Alexis, sur ce que vous dites, considérant le Parti socialiste et qui a une grande capacité de tout fracasser, y compris ses propres jambes. Ça, surtout ses propres jambes. Un talent indéniable. Donc, ça peut. Mais Raphaël Glucksmann est quand même très clairement un petit télégraphiste de Washington et il a déjà la bonne carte en main pour être satellisé comme candidat. Emmanuel Macron était un young leader, il était très très proche de l'ambassade des États-Unis, la vente d'Alstom à General Electric garde bien des secrets qui sentent bon la haute trahison quand on se plonge dedans, quand on lit le rapport parlementaire. C'est Olivier Marleix, qui est le président des LR à l'Assemblée, qui avait écrit un livre et qui avait été très, très offensif par rapport à cette affaire Alstom, parce que c'est un scandale d'État, effectivement. Oui, c'est un scandale d'État et c'est aussi également un déni démocratique, puisqu'une partie de l'argent de la vente de notre fleuron industriel qui assure pas moins que la dissuasion nucléaire française, en tout cas une partie,
a servi à arroser la place publique de Paris, bien des agences de communication qui sont venues ensuite appuyer le candidat Emmanuel Macron en 2017. Bon, Ouais. on a évidemment un problème de démocratie. Et puis quand on regarde les comptes de campagne, on voit que tout ça est assez pris à la légère quand on est gros, puissant ou au service des grands et des puissants. Dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, il y a ce qui est illégal, il y a des entreprises qui ont investi. Oui, qui ont offert des lieux, notamment à Lyon, hein, avec l'entregent de Gérard Collomb. Il y a eu plusieurs salles qui ont été offertes gracieusement, etc. Et puis je parlais aussi des millions de la banque d'affaires, hein, de chez Rothschild, qui ont disparu, hein, investis dans la maison du Touquet. Et là, il faudrait, là encore, le croire béatement. C'est vrai qu'il y a toujours Alexis, je trouve que vous êtes de mauvaise langue, c'est insupportable. Je suis Bien effectivement... faire des toilettes au Touquet, ça coûte plusieurs millions. Tout dépend si vous mettez des qu'ils avaient diamants. une très belle cuisine Schmitt à plusieurs millions. Et c'est vrai que c'est du placement de produits, mais c'est... Et on a oublié un des premiers scandales de l'ère Macron, parce qu'il y en a tellement que, en fait, c'est au-delà des mots. Il faudrait plusieurs livres. Mais c'était cette ministre, cette ancienne directrice RH, son nom m'échappe là, tout à coup, qui avait des cheveux un peu blonds, frisotants, qui était la première ministre du Travail et qui était à l'œuvre pour tout casser au marteau, et qui est toujours poursuivie pour l'organisation... Muriel Pénicaud. Ah, voilà, Muriel C'était elle. Et elle avait invité Macron aux États-Unis pour faire campagne à Las Vegas avec les cabinets de conseil, là encore. Enfin, toujours le même mélange des gens. Ouais. Et apparemment, si on se penche sur la manière dont tout ça a été financé, on sort un peu des clous. Toujours, hein, mais visiblement, omerta sur le financement. On peut rappeler aussi, se présenter aux européennes, ça a un coût, on en parlait la semaine dernière, c'est plus d'1 million d'euros hein, pour pouvoir imprimer les documents, les bulletins, etc. Donc c'est quasiment impossible quand on veut lancer une liste citoyenne. Comment vous allez faire pour réunir l'argent en réalité, pour aller jusqu'au bout de la démarche ? Eh ben c'est le gros écueil, mais alors c'est pas le seul. Hein. En fait, il y a plusieurs écueils, ils sont bien organisés. Le premier écueil, il est administratif. On a un pouvoir en place qui veut simplifier la vie publique et les problèmes administratifs. Alors, cette simplification pour les élections européennes, c'est un doublement du code électoral pour les européennes, en nombre de pages. Qui dit doublement du nombre de pages, dit doublement d'embêtements administratifs divers et variés qui rendent les choses assez compliquées pour les petites formations parce qu'il faut quasiment avoir à plein temps un juriste, un expert comptable, des gens qui font attention à tout un tas de détails qui peuvent vous plomber. Et puis, ça prend énormément de temps à ouvrir un compte en banque. L'ouverture d'un compte en banque est très difficile, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient s'engager en politique qui lâchent l'affaire. Donc, on a là un blocage démocratique. Et après, vous l'avez dit, il faut 1 million. Il ne vous échappera pas que je n'ai pas derrière moi ni la banque Rothschild ni la Bank of America, donc c'est évidemment plus compliqué. D'ailleurs, les autres non plus n'ont pas cela. Eh bien, nous, ce que l'on fait, c'est, en espérant y parvenir, c'est le financement populaire. Puisque c'est une liste citoyenne et une liste populaire, on ne demande pas des milliers et des cents à de grands donateurs, on demande 5 euros, ou un peu plus pour ceux qui peuvent au-delà de 5 euros. Allez, c'est 150 000 citoyens qui donnent 5 euros, c'est-à-dire, c'est pas énorme en fait. Si les citoyens veulent qu'il y ait des voies alternatives, je parle même pas de la nôtre, mais évidemment, je vais plaider pour notre chapelle, nous le peuple, mais c'est pas grand-chose. Il suffit que 150 000 personnes mettent 5 euros. 5 euros, je sais que pour certains, c'est très très dur, en particulier quand on est étudiant, quand on est précaire. Mais pour d'autres, bon, c'est 2 cafés à Paris, voilà, on peut avoir une impulsion. Et c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. Tout n'est pas mauvais aux États-Unis, loin s'en faut. Ça a été le financement de la campagne de Sanders, qui a fortement inquiété les Clinton à une certaine époque. Le gros de sa campagne a été un financement par des petits dons d'Américains qui se disaient lui je l'aime bien parce que il change du lot, il est différent, il va leur dire la vérité, ou alors j'aime bien tel ou tel morceau de son programme, je donne $2, $5, $10.
et puis en avant. Voilà, donc c'est le financement sur lequel on compte, en espérant y arriver, c'est difficile. Mais voilà, donc ceux qui écoutent ce soir Le Monde Moderne, je vous invite à aller regarder le site de Nous le Peuple. Alors justement, on va parler, c'est quoi le programme, c'est quoi le projet, pour utiliser une terminologie macroniste, mais c'est quoi la promesse de Nous le Peuple? Alors la promesse de Nous le Peuple, et c'est là le point principal. On va là à une élection européenne. C'est pas une élection pour gouverner la France. Et c'est pour ça que cette élection européenne est l'élection où il y a le moins de participation populaire. Déjà, la dernière fois, c'était assez faible, et on promet très peu de votes, encore moins de participants lors de celle qui vient. Le problème, c'est que ceux qui participent fortement à ce genre d'élection, aux européennes, eh bien, ce sont les retraités, les boomers, et les macronistes, ou les CSP+, des villes. Ce qui fait que ça donne une force qui dépasse largement leur empreinte populaire à des partis comme Renaissance Renew ou Place Publique, les partis socialistes de Raphaël Glucksmann. Donc il faut se mobiliser. Mais la particularité de cette élection, c'est que derrière la discussion sur l'élection elle-même se cache la fédéralisation de l'Union européenne. Et c'est ça l'enjeu principal de cette élection. Et nous, ce qu'on promet, c'est que si nous avons des élus qui vont au Parlement européen, notre travail sera, de tout faire pour s'opposer à la fédéralisation de l'Union européenne, parce que là, c'est la fin de la toute souveraineté en France. Là, il n'y a plus, tout sera décidé à Bruxelles. Et deux, de défendre sur tous les points, d'abord les intérêts de la nation française et du peuple français. Et ce qui se passe est assez terrible, parce que nous avons des partis européistes dans toute l'Europe, et à commencer, européistes et mondialistes, à commencer en France, je répète, par Renew, Renaissance de Macron, Place Publique PS de Raphaël Glucksmann et EELV, qui instrumentalisent le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine pour surexagérer la menace russe et dire « Mon Dieu, c'est terrible, il faut absolument qu'on se fédère pour pouvoir se défendre contre la menace fantôme, contre la menace de l'empire russe que reconstruit Vladimir Poutine. Fédérons-nous, fédérons-nous. » Et ils le font en catimini, parce que vous allez apprendre, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Alors ça, vous le savez sûrement, en novembre 2023, il n'y a pas si longtemps, le Parlement européen a voté une proposition de suppression de la règle de l'unanimité. Donc, c'est la fin du droit de veto. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, c'est le dernier espace de souveraineté des pays, des États membres au sein de l'Union européenne. Et aussi de donner plus de pouvoir à la Commission européenne, présidée par von der Leyen, en particulier sur les questions les plus régaliennes de défense et de stratégie. Ce qu'on sait moins, c'est que le 29 novembre 2023, peu après, il y a une résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale française qui entérine cette résolution du Parlement européen. Alors, des spécialistes constitutionnalistes vous diront que ce n'est pas grave, c'est une résolution, ce n'est pas une loi. Nous, on répond, pourquoi faire une résolution si c'est si peu important? Il faut noter que seul le Rassemblement national, la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan ont voté contre ce qui est la fin de l'indépendance de la France, littéralement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le 20 décembre, sur le site de l'Assemblée nationale, de l'Union européenne, je sais qu'on va assez peu regarder la prose de l'Union européenne, eh bien, il était écrit que l'Europe venait de vivre une année d'un phénomène démocratique jamais vu en Europe. Le moment... Ah oui, exactement. La plus intense période démocratique qu'ait jamais connue l'Union européenne. C'est écrit en toutes lettres. Vous me demandez quel était ce moment intense démocratique que j'avais raté. J'ai tombé dans le coma pendant un an. C'était quoi, parce que là... Eh bien, ils ont organisé des consultations populaires dans toute l'Europe. C'est vrai, oui, c'est vrai. Un peu à la Macron. C'est vrai.
Donc, Et ils ont c'est ça réuni, qu'ils appellent la démocratie européenne, j'avais oublié. voilà, ils ont réuni 20 Slovènes à Ljubljana, 100 Italiens à Rome, 50 Suédois, voilà, Ah, 30 c'est Irlandais. génial. Et ben, c'est un peu comme les trucs qu'organise Emmanuel Macron. Comme par hasard, à la fin, il est apparu que les peuples européens voulaient plus d'Europe, plus de Oui, Commission, bah, c'est le slogan, besoin d'Europe, hein, en vue de plus de rien. von der Leyen. Voilà. Donc Ouais. c'était ça le moment, le plus grand moment démocratique qu'elle n'ait jamais connu l'Union européenne. Voilà, c'est ça le terme. Le plus grand moment démocratique qu'elle n'ait jamais connu l'Union européenne. C'est assez amusant. Bon, ils ont sorti ça quand même le 20 décembre. Bon, il y a peu de gens quand même qui sont concentrés le 20 décembre, 4 jours avant Noël, sur le site de l'Union européenne. Voilà. Et ils prévoient un moment constitutionnel. Euh, et quand on entend les mots moment constitutionnel, on doit vraiment faire attention parce que ça annonce un coup d'État institutionnel, en fait, car ce n'est pas réellement un processus constitutionnel. C'est de dire, mais puisqu'il y a une volonté que l'on ressent dans les rassemblements populaires qu'on a organisés, puisqu'il y a des résolutions ici et là qui sont votées par les parlements des différents pays européens, cela crée un moment constitutionnel qui nous permet de faire un nouveau pas, c'est-à-dire la fédéralisation de l'Union européenne. Et c'est ce contre quoi nous nous battons. Et l'autre point qui est corrélé, je vous l'ai dit, c'est nous refusons la marche à la guerre, ou plutôt l'instrumentalisation de la guerre que font ces partis européistes. L'Europe n'a jamais été à ce point en tension depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une véritable guerre grave qui se déroule actuellement en Ukraine. Rien n'est fait pour trouver une solution négociée et on ne peut évidemment pas aller à l'escalade avec un pays qui a 6000 têtes nucléaires. Je pense à ce que propose Emmanuel Macron d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, ce qui est, je pense, quelque chose qu'il ne fera pas réellement, qui est un tir géostratégique. Enfin, il y a déjà des unités spéciales qui forment, hein, les Ukrainiens. Enfin, tout ça, c'est une hypocrisie sans nom. Mais en réalité, les Anglais, les Français, les Allemands sont déjà en Ukraine d'une certaine façon. L'OTAN est déjà engagée aussi d'une certaine façon. Donc ça c'est de l'hypocrisie. Mais l'autre hypocrisie, et ça, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, c'est quand même la France qui est première importatrice de gaz naturel liquéfié russe, qui, suite à un contrat qui lie Total Energy à Yamal, est tenue d'importer jusqu'en 2030 et au-delà plusieurs tonnes par an de gaz russe et à hauteur de 600 millions d'euros, je crois, par an. Et alors, magie, hein, de l'Union européenne, là encore, c'est que le gaz naturel liquéfié a échappé aux sanctions. C'est bien fait quand même. Oui, c'est très malin. Non, mais tout ça est une farce colossale. Donc, Ouais. pour qu'on soit clair, hein, la Russie gagne plus d'argent en vendant moins d'hydrocarbures à l'Union européenne. Ouais. Il n'y a que des Bruno Le Maire réunis en conclave qui peuvent sortir des bêtises pareilles. Je pense qu'ils en rient toujours au Kremlin. Mais si c'était que ça, vous savez par exemple que les États-Unis ont exclu des sanctions l'uranium. Ouais. Ils achètent pour $1 milliard d'uranium à la Russie, et également les engrais. Pendant ce temps, les usines d'engrais en Europe ferment, plusieurs dizaines ont fermé déjà, puisqu'il faut du gaz pour l'engrais, ce qui pose un gros problème à l'avenir, dans un avenir proche, sur la manière dont vont se faire les cultures. Et ce n'est pas étonnant que les Américains n'aient pas mis les engrais dans les sanctions, puisque quels sont les premiers producteurs mondiaux d'engrais? C'est la Biélorussie, la Russie et la Chine, qui en plus ont des stocks pour plusieurs années. Bon, on a vraiment une politique de Shadok parfaitement insupportable et qui ne mène à rien, totalement hypocrite, si ce n'est pour tenter de servir des intérêts politiques en France. Mais même pour ça, quand on est sérieux, on ne peut pas instrumentaliser la guerre parce qu'on ne sait jamais. Des fois, les coups partent sans qu'on l'ait réellement voulu, à force d'appliquer les fusils. Alors justement, une autre guerre est en cours et là tous les yeux ont quitté l'Ukraine pour regarder Israël. L'attaque de l'Iran sur Israël qui a eu lieu ce week-end, qu'est-ce que ça dit? Quelle est votre lecture des événements?
Ouais, je pense, mon avis, c'est que l'Iran a été les dirigeants iraniens ont été très malins dans leur manière de faire. Et se mettre dans une position où la main est tenue maintenant par Netanyahou et il prend un très très gros risque pour Israël et pour l'avenir. Je m'explique. Alors, avant toute chose, je considère que la Hamas est une organisation terroriste, que ce sont des crapules qui ont massacré des gens le 7 octobre, et je n'ai aucun amour pour le gouvernement des Mollahs. Et je pense que le monde serait bien mieux si en 1953, les Américains et les Britanniques n'avaient pas renversé le gouvernement démocratique de Mossadegh en Iran. Bon, c'est juste parce qu'il faut dire, sinon après on est accusé d'être supporter. Oui, mais les gens ont oublié Mossadegh et le fait que c'était encore le coup de la Syrie. D'ailleurs, on a oublié tout ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, le soutien des Américains et de la Grande-Bretagne à tous les groupes islamistes possibles et imaginables pour déstabiliser les pays qui avaient une fuite de pétrole, hein, tout simplement. L'idée, c'était de faire une mainmise aussi sur les puits de et pétrole. Et aussi, c'est l'idéologie du socialisme, un peu nationalisme, socialisant des différents pays arabes, ou de l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, évidemment. Bon. L'Iran, on le sait maintenant, a averti les États-Unis par 2 canaux de cette frappe. C'est pour ça que tout était en place pour recevoir cette riposte iranienne à l'attaque que l'Iran a subie en premier lieu il y a 2 semaines, le 1er avril, quand son consulat à Damas a été attaqué. Alors, bien évidemment, je suis au courant que l'Iran n'est pas un ange et que son consulat servait à recevoir des réunions de chefs de guerre. C'est pour ça que 7 dirigeants des gardiens de la Révolution sont morts dans l'attaque. Néanmoins, c'est une violation de la Charte des Nations Unies et comme les représentations diplomatiques sont réputées territoire national, c'est une attaque directe contre l'Iran. De la même manière, le dernier étage de l'ambassade des États-Unis, c'est pas que pour organiser c'est pas qu'un salon de thé. Hein. Il sert à tout à fait autre chose, en particulier de l'espionnage sur notre territoire. Partout, enfin, toutes les représentations ont ce rôle-là, avec des étages entiers d'espions qui ont pour rôle d'espionner le pays, de travailler aussi avec les services du pays pour certains. Enfin, c'est pas nouveau, c'est normal. Et puis, les représentations diplomatiques, alors, représentent pas le pays, mais du moins, elles sont préservées par le droit international de toute interaction et ingérence du pays hôte. Donc, c'est là Exactement. aussi un non-respect, d'où la frappe à Damas. Ouais. Donc, c'était la 5e attaque récente d'Israël contre les intérêts iraniens en violation donc du droit international et de l'espace aérien et de l'indépendance de la Syrie, soit dit en passant, mais bon, ça c'est visiblement secondaire. Et donc l'Iran a fait une riposte. Ils avaient annoncé qu'il y aurait une riposte et ils ont fait une riposte, cette fois-ci non pas par leur proxy, que ce soit le Hezbollah, le Hamas ou autre chose, ou les Houthis, mais directement, mais encore une fois en avertissant les États-Unis. Ce qui fait que le dôme de fer auquel sont associées les 2 flottes américaines, plus les Britanniques, plus la Jordanie, était parfaitement prêt à recevoir l'attaque iranienne qui était d'une envergure assez faible. Et annoncé 3 jours avant à tout le monde, en disant attendez, on vous prévient, on va balancer 300. Mais est-ce que c'est pas un test grandeur nature pour l'Iran, pour tester le dôme de fer, pour tester aussi ses capacités d'envoi sur, je sais pas, le taux de réussite d'envoi de drones ou de missiles? Ça ressemble quand même à une répétition générale. Hein. Je pense que ça a plusieurs objectifs. C'est une répétition générale, mais effectivement, donc ils ont pu tester, ils ont pu voir que leurs meilleurs missiles, et on ne sait pas le stock de leurs meilleurs missiles vu leur bonne relation avec la Russie, combien ils en ont, ils ont démontré que ça pouvait passer le dôme de fer renforcé de la présence américaine, britannique, française et jordanienne. Donc, c'est que s'il y a plus d'attaques, beaucoup plus de choses passeront, y compris certains missiles balistiques géants qui peuvent porter des charges des charges explosives beaucoup plus importantes. Par exemple, le Hezbollah n'a tiré que très très peu de roquettes ce soir-là, alors qu'il y en a plusieurs milliers. Imaginez une véritable attaque coordonnée de l'Iran et de ses soutiens, c'est-à-dire les Houthis et le Hezbollah,
et la Syrie, ce serait évidemment beaucoup plus de tirs et beaucoup plus de tirs de l'heure pour faire passer les missiles les plus importants, qui déjà sont Ouais. passés, parce que plusieurs sont Oui, passés. 7 sont passés apparemment, hein. Là encore, les chiffres sont sujets à caution, mais Et des puis il y a le bases coût. aériennes étaient ciblées et plusieurs missiles sont passés apparemment. Voilà, donc si on multiplie le nombre de tirs, le nombre de l'heure, il y a des risques que beaucoup plus passe. Le message, je pense, est clairement passé de l'autre Mmh. côté du. L'autre message, c'était aussi sur le coût de cette riposte, c'est-à-dire que les Le drones coût. coûtent très peu cher comparé aux missiles Patriot et aux dômes de fer qui, eux, coûtent très cher. Et en gros, il y a là une dépense d'argent qui est sans commune mesure d'un côté ou de l'autre, hein. Voilà, c'est ce que je disais, c'est le coût. Mmh. Donc on estime à plus d'1 milliard d'euros la défense d'une soirée d'Israël, Ouais. tout cumulé, alors que l'attaque a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc évidemment, sur le long terme, c'est intenable. Mmh. Mais de manière encore plus subtile, je pense que les Iraniens ont instillé un poison en Jordanie. Mmh. Le roi Abdallah de Jordanie, le roi hachémite, euh, est dans une situation assez précaire dans son propre pays, puisque la Jordanie est peuplée de plus de 70% de Palestiniens. Et la Jordanie, hier, a participé à la défense d'Israël. Mmh. Absolument. Euh, évidemment contre l'avis de la rue jordanienne, d'ailleurs comme à peu près toutes les populations arabes ou perses, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, a renforcé la position dans le monde arabe de l'Iran, en tout cas auprès de la population, puisque beaucoup se disent « Ah, ben voilà, il y en a enfin qui ripostent à Israël », ce qui met en porte-à-faux certains gouvernements, mais surtout le gouvernement jordanien. Car que se passera-t-il si un jour il y a à nouveau un septembre noir en Jordanie, et que il y a un renversement du pouvoir du roi Abdallah de Jordanie, et qu'arrive au pouvoir un gouvernement palestinien dans un pays qui est déjà très fortement peuplé de Palestiniens et accolé à la Cisjordanie. On a la capacité de création d'un très grand État palestinien, en fait, associant la Jordanie et la Cisjordanie. Et Netanyahou joue avec le feu. C'est-à-dire que Netanyahou prouve depuis plusieurs fois son incapacité à protéger Israël, par 2 fois, le 7 octobre et lors de l'attaque iranienne, puisque, comme on l'a dit, en dehors du blabla médiatique, on a arrêté 99%. Ben non, les missiles principaux sont passés alors que tout le monde était averti de l'attaque et qu'elle était de taille réduite. Donc en fait, c'est que c'est pas si bien protégé que ça. Et il n'arrive pas à aboutir à ses objectifs politiques à Gaza, si ce n'est par un massacre colossal, un nettoyage ethnique en cours, avec de facto l'utilisation de l'arme de la famine, qui menace toujours. Les populations civiles au sud de Gaza sont toujours menacées de famine. Ouais. Donc, en plus, perte de l'avantage moral qu'avait Israël, il se met dans une situation très très difficile et il pourrait y avoir une riposte à riposte. C'est ce qu'annonce Netanyahou et c'est ce que, n'étant pas stupide, les Américains ne souhaitent pas et demandent à ce que Israël ne fasse rien, mais Netanyahou est inscrit dans une fuite en avant. Donc on peut se retrouver dans une situation où l'escalade viendra par Israël d'une frappe, cette fois non pas sur les intérêts iraniens hors d'Iran, mais sur l'Iran. Et l'Iran a déjà prévenu que cette fois-ci, la prochaine vague de missiles ne serait pas modérée. Ouais. Bah, ça, c'est clairement le risque d'escalade dans cette région, hein, et on voit les États-Unis qui essaient de calmer tout ça, puisque c'est pas dans leur intérêt, hein, de voir l'Iran et Israël faire une guerre directe. On en parlait tout à l'heure.
Ben, l'Ukraine, on en parlait aussi. Pour ce qui est de l'Europe, pour revenir à nos moutons, c'est les élections du 9 juin. Que faire pour lutter contre l'abstention? Parce que finalement, on va voir à peu près la même chose qu'à chaque élection européenne, c'est-à-dire une grande démission et les listes poussées par les médias qui vont récolter quelques voix, hein, Jordan Bardella, le RN en tête, et puis le reste aura les miettes. Mais comment faire pour réintéresser les gens à la politique? Parce qu'on a l'impression que même quand on lance une démarche partisane, c'est pas évident, et ça peut aussi repousser certains en disant oui, mais les partis, on connaît, c'est toujours la même tambouille, etc. Encore une fois, c'est pour ça qu'on ne le fait pas sous un parti politique, République souveraine, on le fait sous une appellation où des gens différents peuvent nous rejoindre. D'ailleurs, on a par exemple un des candidats, c'est Philippe Comte, qui est de Génération Frexit. On a des gens qui viennent des mouvements bonapartistes de gauche, on a des gens qui étaient anciennement chevènementistes. Donc on est ouvert. Mais alors, j'ai une question que moi je vais poser à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous comptez voter ou pas à ces élections? Alors, qui vote? Tiens, attends, on va faire un sondage. Je ne sondage. sais pas si Votez-vous aux européennes le 9 juin? Oui, non. Hop, c'est parti. On va voir si les modernos votent ou non. Alors, 44 votes et c'est oui à 82%. Hein. Ah ben c'est bien. Alors, on a 76. Non, ça descend. On va laisser. Tu vas voir qu'à la fin, ce sera. Ah, c'est quand même ça. Oui, donc, mais au-delà de la question, oui. Pourquoi voter? Pour éviter d'avoir à nouveau une victoire des européistes et des mondialistes. Car c'est ceux qui sont le plus attachés. Plus on est jeune, moins on vote. Plus on est populaire, moins on vote. Plus on est attaché au service public, moins on vote. Plus on est attaché à la souveraineté de la France, à la justice sociale, moins on vote. Plus on est vieux, plus on est mondialiste, plus on est macroniste, plus on est pour von der Leyen, plus on vote. Il ne faut pas s'étonner qu'après, ça se passe mal, les amis. Ouais. Donc, la principale motivation à aller voter, c'est arrêter de leur donner toujours le sentiment de la victoire, alors qu'ils représentent moins de 20% de la population française. Tant qu'il n'y aura pas de participation du peuple. Ou alors, c'est une forme d'intelligence du peuple. Ça, c'est encore autre chose. Parce que pour le moment, on parle de règlement politique dans le cadre institutionnel que sont les élections. Il est possible qu'à terme, ça se passe autrement. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a eu le mouvement des agriculteurs qui a été contenu. Rien n'a réellement, aucune réponse réelle n'a été apportée aux problèmes concrets des Français. Les services publics continuent à s'effondrer. Le niveau de vie ne s'améliore pas, le chômage réel est catastrophique, pour beaucoup de ceux qui travaillent, ils sont précaires. L'inflation a détruit les économies des gens quand ils en avaient. L'école ne fonctionne pas. Donc bon, à un moment, plus le problème géopolitique global, plus l'endettement délirant des entreprises, des ménages et de l'État, quand il n'y a que des moins, en général, ça finit pas avec une belle journée de printemps du mois de mai, mais ça finit par un soulèvement populaire. Donc ça sera peut-être ça la solution. On en est loin, je pense. On en est loin. On a vu 2 ou 3 mouvements populaires quand même. Oui, mais de là à parler de soulèvement, bon déjà, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de questions sur cette élection qui semble quand même jouer d'avance. C'est-à-dire que même si les Français vont massivement aux urnes, ils n'envoient que 81 députés au Parlement européen. C'est rien. Oui, mais vous savez très bien que les élections, c'est d'abord des élections nationales. C'est le prétexte, c'est un prétexte. Donc, c'est pour ça que ça compte. Et que si vous avez devant, si les macronistes, Glucksmann tire leur épingle du jeu et sont derrière le Rassemblement national, ils en feront une victoire et se présenteront comme les derniers remparts, les défenseurs de la démocratie contre l'horreur fasciste. Bon. C'est ça qui risque de se passer. Bon.
Et 80 regardez Farage, par exemple, les fans du Brexit. Ouais. Farage était pendant des années, Nigel Farage était pendant des années élu au Parlement européen, et il en a fait une tribune. Ça ne l'intéressait pas, il ne participait pas aux commissions, et à chaque fois qu'il avait 5 minutes de parole 2 fois par mois, il incendiait de manière efficace le fonctionnement de l'Union européenne. Bon. Jean-Luc Mélenchon a été pendant des années député européen, j'en sais quelque chose, puisque j'ai travaillé à ses réponses aux questions internationales de défense. Et bien, il s'en servait également comme tribune et comme levier pour l'action politique en France. Bon, ben, on fera la même chose. Bien évidemment que la manière dont est organisée l'Union européenne, c'est non démocratique, c'est technocratique. Le pouvoir est concentré dans des mains de personnes non élues et inféodées au pouvoir d'argent. Mais néanmoins, c'est un lieu où on peut avoir une tribune et, à partir de là, organiser la résistance dans notre propre pays. Mais justement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, vous avez fait partie de la France Insoumise à une époque. Pourquoi vous avez quitté ce parti qui était quand même bien placé après les présidentielles, etc., et qui a une stratégie justement d'aller chercher les abstentionnistes aussi? Bah, écoutez, ça commence à être de l'archéologie, puisque c'était en novembre 2018 que j'ai quitté la France Insoumise. Pour ceux que ça intéresse, il y a une tribune dans Marianne à ce sujet, ils peuvent la lire, mais je vais le faire en simple, puisqu'on parle d'élections européennes. Jusqu'en 2018, la France Insoumise défendait le plan A, plan B, c'est-à-dire cette Europe, on la change et on la quitte. Nous organisions depuis 2015, depuis la trahison de Tsipras et de Syriza, sur la pression de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du Fonds Monétaire International, et malgré le vote des Grecs qui s'étaient opposés, qui voulaient résister, eh bien, nous avons organisé les plans B en Europe à l'Union Européenne avec cette option de sortie de l'Union Européenne qui était clairement écrite par Jean-Luc Mélenchon dans son introduction au programme présidentiel de l'élection de 2017. D'ailleurs, il a appelé ça le nouvel indépendantisme, hein, c'était pour ne pas utiliser le mot souveraineté, mais c'était indépendantisme, et il écrivait très clairement que tout ce qui suit dans le programme, c'est très intéressant, c'est le meilleur programme du monde, mais que rien n'est possible si on ne reconquiert pas l'indépendance. La souveraineté. Et ça reste vrai. Et il disait, pour faire cela, il faut un plan A, un plan B, et c'était résumé par cette Europe, on la change ou on la quitte. Et courant 2017-2018, c'est passé à un plan A et un plan A'. Compris en se retrouvant avec, je vois qu'il y a des fans de la France Insoumise, mais en se retrouvant avec Manon Ombry, qui discutait au Parlement européen avec Alexis Tsipras. Donc, on voulait à une époque l'exclusion de la gauche européenne pour savoir comment changer l'Europe de l'intérieur. Et on sait que le changement de l'Europe de l'intérieur, c'est une vaste foutaise qui est utilisée depuis 40 ans pour faire semblant de lutter contre cette Union européenne. Donc c'est l'abandon du plan A, plan B. Et il faut avoir ce plan B en tête, et il faut l'organiser, ce qu'a fait longtemps la France Insoumise, puis a arrêté. C'est l'organiser en collaboration avec d'autres pays européens, c'est ça qui en faisait la force, c'était pas juste quelque chose de national, c'était avec les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les pays d'Europe de l'Est. Comment on fait pour sortir ensemble de cette Union européenne et faire une autre organisation européenne, puisque l'idée était derrière d'organiser autre chose. C'est plus trop la ligne de la France Insoumise, il me semble. Oui, c'est moins clair, on va dire. Mais ça reste quand même un débat. Moi, ce qui me fascine dans ces élections européennes, c'est que le débat, en fait, sur la question des institutions européennes, la question des traités européens n'est jamais posée. C'est-à-dire, quand vous avez la candidate d'Emmanuel Macron, Valérie Hayé, son slogan, c'est « besoin de plus d'Europe, toujours plus », mais sans jamais faire un bilan. Et le seul bilan aujourd'hui qu'ils ont à nous présenter, c'est les vaccins, scandale financier majeur, et le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire un ravage économique des économies européennes en disant c'est ça l'Europe. Mais c'est dingue. Et ils arrivent à être dans les sondages, à quand même avoir des gens qui veulent voter pour ça. Moi, je ne comprends pas en fait pourquoi on n'arrive pas à avoir un débat de fond
sur la question de la construction européenne depuis maintenant une cinquantaine d'années, et où on était avant, où on est aujourd'hui, avec évidemment la question de la monnaie et de l'euro. On en parle souvent ici. Mais ils ne veulent pas de débat de fond, parce que le débat de fond est un débat qui est perdant pour eux. Mais, de leur point de vue en termes de communication, vous êtes un expert, Alexis, vous savez très bien que ce serait parfaitement stupide. Donc, ils ne le font pas. C'est pour ça qu'ils détournent l'attention, en particulier sur les questions de guerre en Ukraine. Ouais. Il se fait que Mario Draghi a fait un rapport sur... le rapport est fait déjà, sur la compétitivité de l'Union européenne. On l'a appris par le chef de file d'un parti conservateur de droite hollandais, des Pays-Bas, donc, qui n'est pas hollandais au sens du Parti socialiste, des Pays-Bas, qui a réussi à qui en a pu en voir des extraits, et qui a demandé mais pourquoi ce rapport n'est pas divulgué. Bon, apparemment, il est réellement catastrophique sur les questions de compétitivité, là, parce qu'on a un effondrement, mais qui se voit très clairement par les fermetures d'entreprises en Allemagne et en France. En France, c'est plus de 400 par mois. Par les délocalisations d'entreprises aux États-Unis, encore une fois, sur les questions de coût de l'énergie et donc qui affaiblissent la compétitivité des entreprises européennes. Et il préconiserait un emprunt d'au moins 500 milliards. Vous vous souvenez, il y avait eu l'emprunt de relance après la crise Covid de 750 milliards, emprunt délirant, puisque si on y repense, c'est un emprunt où la France est censée recevoir 40 milliards, mais elle garantit le remboursement de 80 milliards. Bon, c'est complètement délirant. Donc on se retrouvait dans quelque chose d'équivalent, sachant qu'en plus, ils promettent 100 milliards à l'Ukraine. Je ne sais pas très bien où ils vont les tirer. Donc, a priori, de cet emprunt-là, donc c'est évidemment quelque chose dont ils ne veulent pas parler. Pas plus, comme vous l'avez dit, ils ne veulent parler des traités européens en cours. On a vu que par une étonnante résistance des sénateurs, on a eu un vote contre le CETA. Immédiatement, Emmanuel Macron, Madame Valérie Hayé et tous les autres ont dit non, bien sûr que nous ferons tout pour que le CETA soit mis en place. Soit dit en passant, déjà 95% des dispositions du CETA depuis des années sont mises en place, hein, bien sûr. Mises en place avant même qu'elles ne soient officiellement mises en place, qui montrent l'intérêt profond qu'ils ont pour la démocratie. Et les conséquences du CETA sont dramatiques tant pour nos agriculteurs que pour l'industrie, que pour la démocratie, puisque c'est l'un des premiers traités de libre-échange où il y a ces tribunaux d'arbitrage, où on a donc des multinationales, des gens élus par personne qui vont décider si telle ou telle loi votée par les représentants, par exemple par les députés français, doit être appliquée ou pas appliquée. Donc c'est une suppression complète de souveraineté. Donc, évidemment qu'ils ne peuvent pas aborder ces questions de manière réfléchie, avec une argumentation. La dernière fois que ça a été fait, ils se sont fait avoir. Les européistes et les mondialistes. Ils se sont dit, on va présenter le traité constitutionnel européen. Souvenez-vous, c'était en 2005. C'était un bouquin de plusieurs centaines de pages absolument incompréhensible, écrit par des gens qui font des phrases dont le but est de ne pas être comprise. Eh bien, les Français s'en sont saisis, ont travaillé ce sujet. Et se sont fait voler leur vote. Ont voté contre. Donc, oui, mais ils se sont fait voler leur vote. Oui, c'est quand après, même, voilà, la fin de l'histoire, c'est un vol, encore une fois. Oui, mais je répondais à votre question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas de débat? S'ils organisent un débat sérieux, les Français vont être sérieux. Ils vont faire comme en 2005 et ils vont leur dire allez au diable. Ils vont voter contre eux. C'est terrible. Alors, j'ai le résultat du sondage. 1200 votes à 75%. Les auditeurs vont aller voter aux européennes. Voilà. Eh ben, super. Si vous allez voter, eh bien alors, et que vous votiez pour, parce que je vois qu'il y a des fans de la FI et des fans d'Asselineau, ça va un peu vite. Quel que soit votre champion, si vous êtes sûr d'aller voter, allez voir les gens qui sont autour de vous, vos familles, vos amis, vos réseaux, et essayez de les mobiliser pour réduire le plus possible. Si vous êtes fan de Mélenchon, allez-y. Je ne vais pas
battre le bout de gras ici, et de toute façon, tous ceux qui sont adversaires des macronistes sont mes amis, in fine. On réglera les comptes après, mais mobiliser ceux qui ne votent pas. Parce qu'il y en a plein qui ne votent pas. Ouais. C'est bien le problème. Et ça, on va justement en parler ici, essayer de parler de ces européennes de manière différente, essayer aussi de parler des vraies questions, pas celles qui sont sur le besoin d'Europe et autres, mais les questions sur les traités, les questions sur l'avenir, la souveraineté alimentaire, l'avenir de défense aussi. Qu'est-ce que ça engage en termes de mise sous tutelle otanesque et au-delà. Donc voilà tout ça. Merci beaucoup, Georges Kuzmanovic, d'avoir répondu à nos Si questions. je peux me permettre, Alexis, encore un Allez-y. petit Oui. 2 minutes. Besoin d'Europe. Mais en fait, non, mais c'est intéressant le besoin d'Europe. Ah bah oui. Moi, je suis européen. Je suis d'origine française, tchèque, serbe. Je suis totalement européen. Le problème, c'est quelle Europe on veut. C'est ça. C'est bien ça l'idée du plan A, plan B à l'époque, c'est construire une autre Europe. L'idée n'est pas de finir tout seul dans un coin. Bien évidemment qu'il faut avoir des coopérations bilatérales, multilatérales avec les partenaires, avec les autres pays européens. Mais le problème n'est pas d'avoir une organisation européenne dans l'absolu. Le problème, c'est d'avoir une organisation européenne telle qu'elle est aujourd'hui, non démocratique, technocratique, qui sert les intérêts de l'oligarchie. C'est ça le problème. Si on avait une Europe qui sert d'abord, qui fait je sais pas, par exemple, de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale, qui va au mieux-disant social, eh ben, ça serait peut-être plus intéressant, mais ça serait une Europe qui servirait les intérêts des pays et des peuples. Et on en est encore loin. On en est très loin. Merci beaucoup, Georges Kuzmanovic, d'avoir répondu à nos questions. République souveraine et une liste citoyenne donc, dont le nom est, rappelez-le. Nous, le peuple. Aux élections européennes. On en reparlera bien sûr d'ici le 9 juin. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Et voilà, donc s'intéresser bien sûr à la chose publique, c'est important, les élections européennes, c'est important. On va donner la parole à tout le monde ici pour essayer de comprendre un peu, surtout bien sûr à ceux qui se posent des questions sur la construction européenne. Pour clore cette revue de presse, et vous étiez très nombreux sur les réseaux du monde moderne, juste un mot, il y a une newsletter quotidienne si vous souhaitez recevoir le soir directement dans votre boîte mail les infos du jour que nous n'avons pas traitées lors de la matinale. C'est sur Substack, alexipoulain.substack.com. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est directement ici et il sera en description de la vidéo. Merci à tous, je vous dis à demain, passez une bonne journée, continuez à ne pas prendre tout ça trop au sérieux.